est capable de générer des données qui sont très semblables à celles qu'un humain pourrait générer lui-même, que ce soit du texte, de l'image ou de la voix. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Le clonage vocal par intelligence artificielle. Un phénomène en plein boom, un peu inquiétant. On en parle cette semaine avec un spécialiste, Nicolas Aubin de l'IRCAM. On va s'intéresser également aux sonnettes vidéo intelligentes, capables de détecter ce qui se passe devant votre porte. Le responsable de la recherche et du développement de la marque Ring est mon invité. Et puis, à quoi servent les brevets dans l'innovation technologique ? Ce sera le sujet de notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Orange. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on s'interrogera sur l'avenir de Twitter, ou plutôt X, après 1 an entre les mains d'Elon Musk. L'actu de la semaine, c'est aussi l'action d'une quarantaine d'États américains contre Facebook et Instagram, accusés de nuire à la santé des jeunes. Des taxis robots interdits de circuler à San Francisco. Enfin, Apple annonce une keynote surprise et le fabricant Qualcomm promet un nouveau processeur hyper puissant pour les PC. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 28 octobre 2023. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour ce nouvel épisode de Monde Numérique. Monde Numérique, c'est le meilleur de la tech, 50 minutes de news et d'interviews tous les samedis matins sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les assistants vocaux. Et puis les autres jours de la semaine, eh bien des interviews en version intégrale, des éditos, des actus. Abonnez-vous, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Abonnez-vous également à la newsletter de Monde Numérique sur le site mondenumérique.info pour recevoir chaque samedi l'essentiel de l'actu de la semaine et chaque jeudi matin, l'édito de la semaine. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Ravi de te retrouver comme chaque semaine pour faire un petit tour des quelques news qu'il ne fallait pas rater dans le secteur tech cette semaine. C'est une première dans l'histoire des réseaux sociaux. Le groupe Meta visé par une plainte aux États-Unis, une plainte émanant d'une quarantaine d'États américains. En cause, les effets supposés de Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta, on le rappelle, leurs effets sur la santé mentale et physique des plus jeunes. Et oui, Facebook et Instagram seraient trop addictifs, on le savait déjà, mais pour la première fois, les autorités américaines vont plus loin et accusent explicitement Meta d'exploiter des technologies qualifiées de, je cite, puissantes et sans précédent pour attirer et piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits. Cette plainte est l'aboutissement de plus de 2 années d'enquête sur les méthodes des 2 plateformes, enquête déclenchée par une fuite de documents massive à l'automne 2021, les fameux Facebook Files, on s'en souvient. Plus de 20 000 pages de documents internes diffusés par l'ingénieur Francis Haugen, ex-employé de Facebook, indiquant par exemple qu'Instagram crée des problèmes de dépendance chez les jeunes et impacte l'image et l'estime de soi sans que Meta n'ait cherché à régler le problème. Depuis cette affaire, Meta a tenté de noyer le poisson en ajoutant de nouveaux outils de contrôle parental ou de gestion du temps d'écran et les États américains estiment que Facebook et Instagram ont été conçus pour manipuler les jeunes utilisateurs afin de les inciter à utiliser les plateformes de manière compulsive. Et Meta est également accusé d'enfreindre la loi en matière de confidentialité des données personnelles des enfants. Oui, on sait que les plateformes ont utilisé vraiment des techniques hyper évoluées venant des neurosciences pour renforcer l'addiction de ces outils. Et alors, que réclament concrètement ces 40 États américains ? Eh bien, d'une part, que Meta cesse de faire appel à des pratiques addictives et d'autre part, que des amendes soient infligées à l'entreprise. Vous faites peut-être partie des millions de personnes qui, voulant en savoir plus sur leur patrimoine génétique et notamment sur leur ascendance, ont fait appel à l'entreprise américaine 23andMe, spécialisée dans les tests ADN. Alors pourtant, c'est interdit en France de faire des tests ADN, mais on sait que ça n'a pas empêché certains de faire appel malgré tout à cette société ou à d'autres. Seulement voilà, ce que l'on craignait, si je puis dire, est arrivé. Eh bien, 23andMe a été piraté et les données de 14 millions de clients seraient dans la nature, Lisa.
Et oui, l'affaire remonte en fait au 4 octobre. La base de données piratée de 23andMe aurait été repérée par un site spécialisé Bleeping Computer qui a découvert un certain nombre de fichiers clients sur un forum de revente de données volées sur le dark web. Les données avaient été subtilisées par un pirate qui affirme avoir extrait la moitié des fiches contenues dans la base de données. Il faut savoir que cette base de données contient celle de dizaines de millions d'utilisateurs américains, mais aussi de multiples nationalités, dont des Français. 1 million de profils contenant même les adresses mail des clients se sont donc retrouvés mis en vente entre 1 à 10 $. 23andMe se défend d'être responsable de ce vol de données. Pour l'entreprise, le pirate a pu accéder à ces données sensibles à cause de l'insouciance des utilisateurs qui auraient utilisé les mêmes identifiants sur d'autres sites web qui ont été eux-mêmes piratés. Alors ça, donc, c'était début octobre. On s'est aperçu que ce premier piratage. Et récemment, rebondissement, une nouvelle salve de données a été mise en vente. Golem a encore frappé. Golem, c'est le pseudonyme du pirate et celui-ci continue de semer la terreur. Il promet de mettre en vente prochainement l'ensemble de ces informations. Il a d'ailleurs commencé puisqu'il a dévoilé un nouveau paquet de données concernant cette fois-ci 4 millions d'utilisateurs. Le pirate affirme qu'il y aurait notamment les données, je cite, des personnes les plus riches des États-Unis et d'Europe occidentale. Alors en réaction, le porte-parole de 23andMe a affirmé qu'il était au courant et que les données étaient en cours d'examen afin de déterminer si elles sont légitimes. L'affaire fait beaucoup de bruit aux États-Unis et un sénateur, Bill Cassidy, a même décidé de demander à l'entreprise de s'expliquer. Bill Cassidy, membre de la commission sénatoriale de la santé. On reste aux États-Unis avec une mauvaise nouvelle pour les robots taxis de San Francisco. Et oui, on sait que des taxis autonomes sont autorisés à circuler depuis plusieurs mois. Eh bien, l'un des opérateurs, la marque Cruise, filiale du géant General Motors, elle n'a plus le droit de faire rouler ses véhicules. Le département californien des véhicules à moteur, le DMV, a décidé de suspendre le déploiement de ces véhicules et a appelé la marque à retirer sans délai ces automobiles déjà en service. Motif, l'autorité californienne les juge trop dangereux. Cette décision fait suite à un accident en date du 2 octobre dernier dans lequel un véhicule de la compagnie a malencontreusement traîné sur plusieurs mètres une piétonne. En fait, la victime avait été renversée par un autre véhicule conduit lui par une vraie personne. Elle est tombée sous les roues d'un taxi Cruise qui lui a donc roulé dessus. Donc Cruise, bien évidemment, a tout de suite réagi, notamment en déclarant qu'ils allaient procéder à une analyse afin d'améliorer les capacités de réponse de ces véhicules. Mais le DMV n'a rien voulu savoir. Apparemment, l'administration n'a pas apprécié que la marque refuse de diffuser la totalité des enregistrements vidéo de l'accident. Et on précise que la piétonne a été grièvement blessée, je crois, mais elle n'est pas décédée. Et en tout cas, c'est un coup dur pour General Motors et pour les taxis autonomes en général, on va dire. Et en fait, c'est étonnant parce que moi, je trouve que ça soulève une vraie question. Finalement, on est presque plus exigeant avec des voitures autonomes qu'avec des voitures normales, puisque on leur applique une tolérance zéro, ce qui en fait n'est pas le cas avec les conducteurs humains. Donc, c'est assez révélateur cette histoire. Une keynote surprise signée Apple. On l'avait pas vu arriver celle-là. Et voilà, Apple a dégainé une invitation tout récemment pour annoncer un événement, une annonce qui aura lieu lundi prochain. Alors en fait, ce sera un horaire inhabituel. Il sera 17h à Cupertino, en Californie, au siège d'Apple. Il sera 1h du matin en France. C'est pas très sympa pour nous, ça. En plus, ce sera en pleine nuit d'Halloween. Alors Lisa, est-ce qu'il faut préparer les bonbons ? Est-ce qu'on va avoir peur avec cette keynote Apple ? Eh bien, écoute, Jérôme, on va peut-être avoir peur puisque la keynote s'intitule Scary Fast, littéralement effroyablement rapide ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui sera rapide ? Eh bien, sans doute le nouveau processeur M3 d'Apple qui devrait faire son apparition sur les nouveaux iMac, donc les ordinateurs de bureau de la marque à la pomme. Les puces M1 n'ont pas évolué depuis 2020. Selon les rumeurs, la marque pourrait donc dévoiler cette nouvelle puce M3, voire M3 Pro et M3 Max. Les rumeurs vont bon train également concernant l'Apple Vision Pro, le casque de réalité virtuelle de la marque à la pomme, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis quelques temps maintenant. Alors, peut-on espérer une sortie 2024 comme promis ? Y aura-t-il des nouveautés pas encore présentées ou de nouveaux accessoires ?
On verra. Enfin, du côté des iPads, on peut espérer là aussi de nouveaux accessoires pour compléter l'annonce faite il y a quelques jours de la sortie d'un nouvel Apple Pencil, elle aussi surprise, moins cher et doté d'un port USB-C. Bref, Jérôme, le mystère reste entier, alors rendez-vous lundi soir pour en savoir un peu plus. Et on en reparlera probablement la semaine prochaine dans Monde Numérique. Merci beaucoup Lisa de Bernard, spécialiste de l'actu tech chaque semaine dans Monde Numérique l'hebdo. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, justement, puisqu'on parlait de microprocesseurs à l'instant, puisqu'Apple, visiblement, s'apprêterait à dévoiler un nouveau processeur M3, eh bien, l'événement est venu il y a quelques jours du côté du fabricant américain Qualcomm. Qualcomm, le grand public ne connaît pas vraiment, et pourtant, c'est une marque qui est omniprésente autour de nous, puisqu'ils équipent une très grande partie des smartphones Android, avec leur puce Snapdragon présente sur le marché depuis plusieurs années. Mais là, ce sont les puces côté ordinateur qui nous intéressent. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler un peu comment est organisé le marché mondial des produits high-tech aujourd'hui, notamment des ordinateurs. D'un côté, on a Apple qui produit maintenant ses propres microprocesseurs, en tout cas qui les conçoit lui-même. Et puis on a l'immense univers des PC sous Windows, qui fonctionne avec un autre type de microprocesseur, de type x86, hérité des origines dans les années 70, avec deux constructeurs qui dominent le marché, deux fabricants de puces, pas d'ordinateurs mais de puces, Intel et AMD. Je résume depuis le début pour les gens qui auraient raté les épisodes précédents. Qualcomm, de son côté, donc fabricant américain, est absent quasiment du marché du PC, malgré quelques tentatives qui n'ont pas été de grands succès. Et là, eh bien voilà que Qualcomm nous annonce une petite révolution pour l'année prochaine. Un nouveau type de processeur pour PC, baptisé Snapdragon X Elite, qui pourrait, paraît-il, changer la donne. Car le problème des processeurs actuels x86, c'est qu'ils sont de plus en plus à la ramasse face aux puces d'Apple, qui ont vraiment introduit une puissance nouvelle avec très peu de dissipation thermique. Enfin, ils chauffent très peu, donc c'est un avantage. Et puis, en termes d'autonomie électrique, on est entré dans de nouvelles dimensions depuis quelques années avec des ordinateurs qui tiennent 15 heures, 18 heures, 20 heures, sans qu'on ait besoin de les recharger. Dans le monde Windows, on est encore un peu en retard. Mais voilà, donc le Snapdragon X Elite devrait changer la donne. Gravé en 4 nanomètres, ce processeur offrira, selon Qualcomm, des performances jusqu'à 50% plus rapides que l'actuelle puce M2 d'Apple. Par rapport au PC, il serait 2 fois plus rapide que les processeurs de PC classiques, donc les fameux x86, tout cela avec une consommation électrique en baisse, 68% pour être précis, de consommation d'énergie en moins. Tout ça, c'est Qualcomm qui le dit. Les premiers ordinateurs équipés de ce nouveau processeur, a priori révolutionnaire, devraient donc arriver mi-2024. Il y aura même une version spéciale taillée pour l'intelligence artificielle. On est donc complètement dans le concours de muscles. Qualcomm veut s'imposer face à Intel, AMD, et puis aussi Apple. Donc c'est une compétition au niveau mondial qui dure depuis des années. Évidemment, les autres réagiront, mais toujours est-il que c'est quand même intéressant à signaler. Cette nouveauté de Qualcomm s'appuie sur l'acquisition récente d'une entreprise qui s'appelle Nuvia, et qui, comme par hasard, a été fondée par des anciens ingénieurs d'Apple, et qui vient donc d'être racheté par Qualcomm. Bon, ces annonces sont intéressantes, mais il faut quand même relativiser parce qu'évidemment les autres vont réagir. Intel prépare déjà des choses et puis Apple, donc la semaine prochaine, qui va dégainer son M3, qui sera gravé, lui, en 3 nanomètres, donc on va encore plus loin. En plus, le nouveau processeur de Qualcomm est basé sur ce qu'on appelle l'architecture ARM, donc différente du x86, et ça peut poser des problèmes de compatibilité logicielle. N'empêche, c'est intéressant, et puis il y a eu aussi d'ailleurs des annonces concernant les smartphones, qui est donc le cœur de métier de Qualcomm, avec une nouvelle race de puces présentée, là encore, comme les plus puissantes du marché. Ce sera donc pour Android à partir de l'année prochaine. Voilà. Il est temps à présent de passer au débrief transatlantique. Jérôme Colombin, salut. Salut Bruno Guglielminetti. Hey Jérôme,
quand même, 27 octobre 2023, qu'est-ce que c'est? Ben, ça fait 1 an que Elon Musk a mis la main sur ce qu'à l'époque on appelait Twitter. Aujourd'hui, c'est X. Ça a passé vite quand même cette dernière année, avec énormément de surprises aussi. Alors c'est ça qui est dingue, c'est que on a l'impression que c'est presque une nouvelle naissance et une nouvelle existence pour Twitter. Mais dans la douleur. Mais dans la douleur, quelle année difficile. Et effectivement, il y a eu des pots cassés, comme on dit. Tu sais qu'ici en France, ça fait même grincer des dents à l'occasion de ce 27 octobre, de ce 1 an de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Il y a même un appel au boycott. Et bon, voilà, oui. Avec un hashtag No Tweet Today, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, No Tweet Today. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, il s'est passé plein de trucs, du mauvais, mais moi j'ai envie de dire aussi un petit peu du bon quand même. Je suis content de t'entendre dire ça parce que autant je suis déçu de ce que Twitter est devenu, autant j'ai de l'espoir dans ce que X est en train de devenir. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Puis parce que tu vois, je regardais un peu si on regarde Twitter, c'est affreux. C'est moins de travailleurs, ils sont passés de 7005 à 1005. Moins d'utilisateurs parce que si on compare septembre dernier à il y a 1 an, c'est 13% de moins d'utilisateurs qui se branchent à tous les jours. Moins de revenus, moins de chiffre d'affaires. Oui, mais quand même, il a réussi à convaincre, je pense que les chiffres, là, ça se promène entre 900 et 1,2 million d'utilisateurs à payer le $8 par mois. Donc, c'est une transition, ça se fait avec énormément de douleur, mais si on regarde le point que semble vouloir atteindre Elon Musk, on est en route vers quelque chose. Juste cette semaine, il y a eu le commencement du déploiement du service d'appel audio et ou vidéo sur Twitter. Là, on est vraiment vers quelque chose. Quand on sait que il est en train, là, d'abord aux États-Unis, puis probablement on le souhaite par la suite à travers le monde, mais s'entendre avec les autorités locales pour accepter le paiement, pour que X devienne une plateforme de paiement, comme WeChat l'est depuis longtemps. Oui. Est-ce que Meta n'a jamais réussi à faire? C'est pas rien, là. Il y a énormément d'accomplissements, mais quelle douleur, quelle histoire pour arriver à ça. Mais voilà, tu as raison de pointer tout ce qui a été fait et tout ce qui va être fait, puisque moi je suis persuadé depuis longtemps que le Twitter d'aujourd'hui ou le X d'aujourd'hui n'est pas du tout le X de demain, il s'en est pas caché, Elon Musk. Et en plus, j'irais même plus loin, au moment où il a repris Twitter, je pense que Twitter allait dans le mur en fait. Il se passait rien sur Twitter, ça n'évoluait pas. Ok, il a licencié du monde, mais on sait que c'était devenu un peu, il y avait du gras, on va dire, pour parler violemment. Alors il a licencié une bonne partie des personnels chargés de la modération, ça c'est un problème, mais il y avait aussi très certainement une mauvaise gestion, et notamment une mauvaise gestion des ressources et du personnel. Après, j'aimerais t'entendre sur quelque chose, parce que ici en France, Twitter aujourd'hui, c'est vrai que c'est perçu comme quelque chose qui est passé du côté obscur de la force, c'est le repère des complotistes, des harceleurs, des haineux, de la désinformation, etc. D'où l'opération de boycott dont je parlais. Mais il y a aussi une espèce de bashing anti-Elon Musk. Elon Musk, dans les médias, est de plus en plus présenté comme quelqu'un qui fascine, mais qui est aussi dégueulasse, etc. Voilà, donc c'est un personnage un peu noirci. Est-ce que c'est la même chose chez vous, à Montréal, au Canada? Probablement un peu moins, mais tout de même, ça demeure le vilain de l'histoire. Et quand on regarde tous les réseaux sociaux, il représente vraiment le mal, probablement de par sa démarche, parce que à quelque part, ce sont les médias, et c'est bizarre, parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus Meta qu'à malmener les médias, de par sa réaction à la loi C-18, là, qui fait que... Oui, vous avez un gros conflit en cours. Oui, il a tout simplement fait disparaître les médias de la carte, tandis que les médias, ils sont toujours présents sur X, sauf que ça reste que Elon Musk demeure le grand vilain de l'histoire. Et moi, j'ai hâte de voir si... Là, officiellement, cette semaine, je me souviens plus dans quel cadre, il y a la grande patronne de Radio-Canada, CBC, qui a dit que Radio-Canada, CBC allait pas être plus actif que par le passé sur X.
ils s'en vont pas. Mais ils vont pas mettre plus d'efforts, ils sont en train de regarder ailleurs. Et c'est quand même un gros joueur dans l'information ça, au pays. Alors je me dis, à quoi ça va ressembler? Sauf que pour revenir sur le point que tu soulevais, oui, c'est une machine à désinformation, mais de l'autre côté, il reste encore des irréductibles et ça demeure un canal. Particulièrement dans notre domaine de la tech, un canal important d'information. Incontournable. Et c'est ça. Puis il y a des gens comme toi et moi, on pourrait difficilement vivre sans ça, parce que c'est vraiment là-dessus maintenant que tous les boîtes envoient leur communiqué de presse, même souvent avant qu'on les revoie par courriel. C'est pas rien, là. Oui, mais tout le monde et les médias sont dans une position ambivalente parce que d'un côté, ils voudraient partir, ou ils font mine de partir, ou ils menacent de partir, d'aller sur Blue Sky, etc. Mais en réalité, ils ne peuvent pas partir et parce que c'est comme tu le dis, un canal trop important et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. C'est ça qui est important. C'est ça, Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, d'un autre côté, si X se transforme en super app à la WeChat, ce sera plus forcément une agora comme ça l'est aujourd'hui. Du coup, là, ça aura sans doute moins d'intérêt, y compris pour les médias. Et là, peut-être, les concurrents type Blue Sky pourront tirer leur épingle du jeu et ça aura un sens de partir. Mais pour l'instant, ok, il y a un côté un peu crade qui, à mon avis, en plus, on l'oublie, peut être contourné, tout simplement. Moi, j'ai fait un édito sur le fil de mon podcast Monde Numérique pour expliquer que, d'accord, c'est pas bien tout ça, mais attention, il y a un truc très simple sur votre application. Au lieu de passer votre temps sur l'onglet pour vous qui recommande tout et n'importe quoi, retournez sur l'onglet mes abonnements où là vous avez les moyens de contrôler beaucoup plus les contenus qui viennent jusqu'à vous. Donc il y a cette réalité également. Exactement. Puis en plus dans l'édition, il y a des possibilités de contrôler qui réagit à vos commentaires. Vous pouvez tout simplement, à défaut de pouvoir bloquer maintenant, vous pouvez masquer les gens qui viennent polluer les discussions. Il y a des outils, heureusement, il y a des outils qui sont là, sauf que effectivement, les gens qui se branchaient là-dessus uniquement pour regarder, là, évidemment, eux, ils peinent pour la cause. Puis l'autre côté, puis après, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ton podcast cette semaine, mais de l'autre côté aussi, il y a quand même ce test qu'on est en train de faire dans les Philippines et en Nouvelle-Zélande où on veut faire payer $1 pour les nouveaux abonnés qui veulent commenter. Ça aussi, c'est pas rien. Oui, pour éviter les bots, précisément, les faux profils, parce que c'est vrai que $1 par an, c'est rien du tout, mais si c'est sur des fermatrolls avec des milliers, des dizaines de milliers de comptes, ça peut représenter une barrière financière à l'entrée. Est-ce que ça peut limiter les dégâts? Ils ont dû un peu faire leurs calculs, peut-être, on verra bien. Ouais, mais ce qui est embêtant, Jérôme, c'est que la dernière étude là, qui est sortie sur le genre qui disait que 75% des comptes avec une badge bleue diffuse la désinformation. Oui, imagine, absolument. Là, non, mais c'est un phénomène inquiétant. Après, l'étude, elle est un peu sujette à caution. Apparemment, elle est un peu critiquée ici en France. Ramène ça à 50 si tu veux. Ouais. C'est quand même. Allez, je te le fais à 50. Ça marche. Je te le fais à 50. Je te livre ça demain. Ça reste quand même important, c'est certain. C'est sûr. Mais bon, Musk, ça, vraiment, c'est fascinant. Moi, je suis en train de lire la biographie, par Walter Isaacson. J'imagine que toi aussi. Voilà, bien sûr. Tu me la montres à l'image. Et, ça apprend plein de choses aussi sur le caractère du personnage, quoi. Ce mec, il vient d'un pays où tout se réglait à coups de poing. Il a été harcelé. Il a un père totalement défaillant et débile. Ouais, mais tu as quand même découvert que c'est à Montréal qu'il a appris que la vie et que les humains étaient quand même civilisé. Bons. Oui. Moi j'ai adoré ça. Oui. Je me souvenais pas. Je savais qu'il est arrivé au Canada, mais je savais pas qu'il est arrivé à Montréal. Et c'est vraiment à Montréal qu'il a pris le contact avec la vie. Mais c'est normal, c'est tellement agréable Montréal. Franchement, c'est la civilisation par rapport à chez nous. Les gens sont de gentils, peu importe où vous arrivez dans le monde. Mais oui. Écoutez bien Jérôme et Elon Musk, ils ont raison. C'est un havre de paix, j'adore. Écoute, sur ces grandes vérités, on n'est pas du tout dans la désinformation. Jérôme, de quoi tu parles cette semaine dans ton podcast? Alors cette semaine, je parle de clonage vocal. Tu sais, les possibilités d'imiter, de refaire les voix. Je trouve ça fascinant. Je suis allé interviewer un chercheur de l'IRCAM, qui est un grand centre de recherche à Paris. Et puis je parle aussi de vidéos intelligentes à la maison avec les nouvelles caméras Ring. Et je parle de brevets
brevets dans l'innovation technologique, notamment chez l'opérateur Orange. Et toi, de quoi parles-tu cette semaine? Ben écoute, discussion avec l'innovateur en chef du Québec, parce qu'il y a une grande consultation, tu sais au Québec, mais c'est vrai chez vous aussi, mais il y a une loi là qui est en train de se travailler pour encadrer l'intelligence artificielle. Ben là, il y a une grande consultation publique et il y a Luc Sirois, donc l'innovateur en chef, avec qui je discute de cette consultation qui se fait la semaine prochaine. Innovateur en chef, j'adore ce titre. Ben c'est oui, génial. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas ça, vous. Oui, je suis le chef des innovateurs. Exactement. Et il traverse le Québec pour parler, pour prêcher la bonne parole. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme boulot. Sinon, je parle avec des gens de la SODEC, qui sont des gens qui carburent à financer le développement de la culture. Là, ils ont un nouveau programme pour les producteurs de numérique. Alors, on essaie d'en voir un peu plus clair, oui. Et puis sinon, je parle de CCTT. Ça, essentiellement... Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, au Québec, là, on a les universités pour les grandes études. Et puis, entre l'école secondaire et l'université, il y a les cégeps. Et à l'intérieur des cégeps, il y a beaucoup de corps de métiers où on fait de la recherche, notamment dans l'informatique ou des sciences, justement des sciences. Et là, de plus en plus, ils sont en train d'essayer de se positionner comme étant des interlocuteurs aux entreprises qui cherchent des labs, des endroits où faire de la recherche et prendre de ces étudiants-là et de les amener chez eux. Alors, je parle avec des gens de CCTT qui, là, finalement, ont décidé de livrer le secret parce que ça fait des années qu'ils existent, mais ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur boulot. Puis là, maintenant... Et grâce à toi, enfin, maintenant, tout le monde va savoir qu'ils sont là et ce qu'ils font. Je fais ma part. Hey, Jérôme, je te laisse poursuivre avec tes auditeurs, puis moi, je poursuis avec les miens, puis je te dis à la semaine prochaine. Absolument. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. Il est temps de passer aux invités de Monde numérique, l'hebdo. Il y a 5 ans, il fallait 25 heures d'enregistrement pour créer une voix de synthèse à peu près ressemblante. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut reproduire sa propre voix avec un réalisme étonnant à partir de quelques minutes ou même quelques secondes d'enregistrement. Les perspectives du clonage vocal sont formidables, mais les effets pervers sont innombrables. Pour faire le point sur cette question du clonage vocal, je suis allé à l'IRCAM, l'Institut français de la recherche sur le son, interroger un spécialiste. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, les versions intégrales seront à retrouver la semaine prochaine en épisodes séparés. Bonjour Nicolas Aubin. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM, spécialiste de l'analyse et de la synthèse du son. Alors, vous faites ça depuis très longtemps ici, la synthèse vocale, le clonage vocal. Où en sommes-nous et vers quoi allons-nous ? Alors oui, et nous, effectivement, notre rôle à l'IRCAM, c'est de produire de nouveaux moyens d'expression qui vont accompagner l'artiste et augmenter ses possibilités créatives. Alors, l'un des artistes qui est concerné au premier chef aujourd'hui par ces avancées, ce sont les comédiens voix eux-mêmes, les acteurs, les comédiens. Nous travaillons pour créer de nouveaux moyens d'expression pour eux, et en l'occurrence pour étendre leurs capacités vocales. Donc, l'une des directions de recherche que nous visons, c'est d'être capable de réaliser des voix de synthèse, parler ou chanter, qui ont des capacités qu'un être humain ne pourrait pas réaliser lui-même. Donc, c'est un peu dépasser les limites humaines, physiques ou autres. Un exemple, nous avons travaillé récemment sur un film, La Mue, de l'artiste Judith Deschamps, qui recrée la voix du castrat Farinelli. Alors c'était assez amusant parce qu'on avait travaillé sur Farinelli pour le film de Gérard Corbiot dans les années 90, avec des moyens tout autres, et avec aussi une esthétique visée qui était totalement différente. Et là, dans le cas, ça avait déjà fait beaucoup de bruit, cette reconstitution de la voix de Farinelli. Ouais. Alors, qui est à la fois imaginaire puisqu'on n'a pas de castrat sous la main pour vérifier la couleur et la tessiture, mais on a des écrits. Rappelez-nous de quelle époque ça date ? Alors, du XVIIIe siècle. Ouais.
Et donc aujourd'hui, on a reconstruit un castrat de manière artificielle avec un réseau de neurones, mais avec cette idée de lui donner une tessiture qu'un être humain qui est inatteignable par un être humain. Par exemple, je sais pas, je vous dis 12 octaves de chant, de hauteur de chant, avec une couleur. Donc c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Un être humain est incapable d'avoir une telle tessiture vocale. Et avec donc une couleur et un naturel qui continue à sonner comme une voix humaine chantée. Donc vous inventez des voix qui n'existent pas aujourd'hui. C'est ça. Nous avons tout un ensemble de recherches pour reprendre, corriger, manipuler des enregistrements de comédiens déjà enregistrés, pour lesquels par exemple on voudrait remodifier a posteriori. Donc on imagine dans une production cinématographique, on a fait une prise comédien voix, puis on se rend compte, ou le directeur artistique ou le réalisateur se rend compte que cette prise n'est pas satisfaisante. Le comédien n'est pas disponible, il est déjà parti sur notre projet. Ça peut être éventuellement une personnalité encore plus compliquée à faire revenir en studio. Donc on pourrait imaginer redessiner localement sa voix avec son accord bien entendu, pour pouvoir reprendre une expression, une intention, une expressivité vocale. Est-ce qu'on arrive véritablement... Alors on est toujours étonné des progrès qui sont faits par rapport à ce qui existait avant, etc. Malgré tout, pour avoir testé quelques-uns de ces outils, qui sont fantastiques certes, mais on a l'impression qu'il manque toujours quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, un doublage d'une personne avec sa propre voix va être très intéressant au niveau déjà de la compréhension, s'il parle dans une autre langue, etc. Mais on a l'impression qu'il parle tout seul, mais qu'il ne parle pas à quelqu'un. Il manque un petit côté un peu émotionnel, en fait. Oui, émotionnel, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les IA aujourd'hui, pour générer des voix, sont apprises à partir de phrases isolées. Donc il y a ni contexte narratif ou discursif, et encore moins d'interlocuteur. Donc c'est ce qui fait, à juste titre, que les voix que vous entendez vous paraissent relativement monotones. Alors quand on a des interactions rapides, par exemple avec un téléphone et une voix de synthèse qui dit une phrase, deux phrases, on s'en rend pas compte. À partir du moment où on veut aller vers des textes plus longs, un livre audio, un film au cinéma, là l'artefact devient franchement audible et gênant, puisque en fait ça limite les interactions, ou en tout cas l'engagement du spectateur qui détecte qu'il y a de la monotonie ou qu'il y a un artefact qui fait percevoir que la voix qu'il entend n'est pas absolument humaine ou naturelle. Bonjour, c'est la voix clonée de Jérôme Colombin. Vous écoutez le podcast Monde Numérique consacré au clonage vocal. Un sujet incroyable. Je reçois Nicolas Aubin de l'IRCAM pour parler des possibilités et des risques de cette technologie. Et donc ça, il y a à la fois prendre en compte la structure narrative d'un texte, par exemple, l'enchaînement des phrases, les unes après les autres, ou effectivement le contexte. Et alors ça ressort de l'interprétation du comédien, et c'est là où l'intelligence artificielle ne se substitue pas, ou peut-être ne substituera jamais ou encore longtemps à l'interprète. C'est que l'interprète, il est capable de prendre toutes les informations du contexte quand on joue une scène au cinéma par exemple, pour décider d'une intonation ou d'une expressivité donnée. L'IA n'a pas encore cette perception ou cette compréhension du contexte qui est nécessaire pour l'interprétation. Oui, faire passer, je sais pas quoi, de la tristesse, de la moquerie, absolument. Des choses comme ça. Alors là, il y a ce contexte direct qui serait celui de la scène, par exemple, mais aussi le contexte culturel qui est qu'en fait, on est à un moment donné dans une histoire avec des écoles d'interprétation, etc., et qui a encore cette connaissance humaine a priori, et cette histoire de l'évolution des techniques, y compris vocales, est totalement absente des intelligences artificielles. Mais est-ce qu'on y arrivera un jour, Nicolas Aubin ? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai envie de vous dire, la question n'est jamais tant de savoir quand est-ce qu'on arrivera ou quand est-ce que l'intelligence artificielle arrivera à reproduire tel ou tel comportement humain, mais la question c'est plutôt de savoir pourquoi en faire et donc dans quelle intention. Et pour qui. Vous avez créé ici à l'IRCAM, je crois, vous avez reconstitué la voix du général de Gaulle il y a quelque temps pour un document historique qui n'existait pas. C'était l'appel du 18 juin qui en fait n'a pas été enregistré. Vous l'avez reconstitué. Il y a des tas de choses, des perspectives en termes de doublage, de films, de contenu, de podcasts, de vidéos. YouTube a annoncé bientôt du doublage
en temps réel grâce à l'IA. Je déroule, mais Samsung, Google commencent à mettre dans leur smartphone des systèmes qui peuvent répondre automatiquement à des appels non sollicités, mais avec notre propre voix, etc., etc. Mais il y a toutes les dérives qu'on voit apparaître à toute vitesse, donc les deepfakes, la désinformation, des activités criminelles, de la fraude, des fausses demandes, des fausses prises d'otages avec demande de rançon, etc. Et puis, on y vient, et je viens à ma question, des comédiens se sont fait voler leur voix récemment. Ils avaient été sollicités pour enregistrer des phrases, un petit travail payé pas très cher, et en fait, visiblement, c'était pour alimenter des bases de données qui, demain, permettront à des créateurs, à des réalisateurs de films de se passer d'eux, en fait. Avec toute nouvelle technologie, il y a d'un côté des nouvelles opportunités qui peuvent se créer, mais effectivement, il y a aussi toujours dans l'autre côté de la balance des risques qui sont associés d'usages malveillants, détournés, etc. Alors, dans le cadre des intelligences artificielles pour la création de voix, effectivement, alors il y a un double risque. Il y a à la fois un risque de l'ordre de la biométrie des données personnelles, par exemple usurper l'identité d'une personne grâce à cette technologie. Oui, pour s'identifier sur un site bancaire, par exemple, ou absolument. Il y a déjà eu des suspicions de phishing pour soutirer de l'argent en se faisant passer pour le PDG d'une entreprise, etc. L'arnaque au président, absolument. etc. Ouais. Et la désinformation à travers les deepfakes, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez relativement connu par tout le monde aujourd'hui. L'autre côté, effectivement, il est plus original et en fait, il est apparu avec le boom des intelligences artificielles, dont ChatGPT, qui a créé une grève. C'est l'une des premières historiques où à Hollywood on a des grèves des scénaristes dont l'un des points de préoccupation était justement tout ce qui tournait autour des intelligences artificielles génératives, qui s'est réglé il y a peu de temps et qui a duré très longtemps. Tout à fait. Alors qui s'est réglé en partie avec les scénaristes, mais les comédiens eux-mêmes se sont rajoutés à ces préoccupations. Donc c'est l'UVA, l'Union of Voice Artists, qui est un rassemblement des comédiens voix du monde entier, et qui ont écrit des textes justement pour exprimer également leurs préoccupations sur le non-contrôle des intelligences artificielles dans le cadre justement ou l'impact que peut avoir les intelligences artificielles génératives dans le cadre de leur métier. Voilà. Est-ce que les comédiens, notamment spécialisés dans le doublage, sont menacés ? Alors en partie, mais ça fait l'objet d'une discussion. Alors on peut discuter longuement sur les possibilités. Un doublage, c'est pas une traduction littérale. C'est comme quand on traduit un texte littéraire. Il y a justement une mise en contexte culturel, sociétal, et la prise en compte d'un contexte donc qui n'est pas encore accessible aux intelligences artificielles, mais peut-être demain. Mais effectivement, il y a tout. Alors, avant de remplacer les métiers, ce qu'on ne souhaite pas nous à l'IRCAM, on travaille pour créer des outils qui sont des outils d'aide ou d'assistance à la création. Donc c'est une collaboration, si vous voulez, coévolution aussi entre l'humain, l'artiste et la machine, vue en tant qu'outil d'aide, même intelligent. Mais un outil d'aide. Donc c'est un super outil, c'est un pinceau par exemple qui vous fait des propositions éventuellement de continuation pour de la peinture sur des textures, etc. Mais ça reste un outil. Merci beaucoup Nicolas Aubin, spécialiste de l'analyse et de la synthèse de la voix et du son à Sorbonne Université et à l'IRCAM. Si vous me suivez régulièrement, vous savez peut-être que je suis assez fan des objets connectés pour la maison. Récemment, je vous parlais de serrures connectées. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux sonnettes connectées. Et plus exactement à ce qu'on appelle les sonnettes vidéo. Des sonnettes à mettre devant sa porte avec une caméra à l'intérieur et auquel on accède depuis son smartphone via une appli. Eh bien, ces caméras sont de plus en plus intelligentes. Pour en parler, je reçois le responsable de la R&D de la marque américaine Ring, filiale d'Amazon. C'est un Français. Bonjour Laurent Brisdou. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur recherche et développement spécialisé dans la vision par ordinateur chez Ring. Ring, marque américaine bien connue d'objets connectés pour la maison. On trouve de la vidéo dans plusieurs de vos produits aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Oui, tout à fait. Donc ça a commencé avec la vision par ordinateur, étant donné qu'on avait une caméra.
Et l'idée, c'était de rendre l'appareil un peu plus intelligent. Donc, une sonnette, quand quelqu'un s'approche de votre maison, certaines personnes vont appuyer sur le bouton, vous allez pouvoir répondre et vous savez qu'il y a quelqu'un. Mais des fois, il se peut que ce soit quelqu'un qui passe devant chez vous, qui s'approche, qui repart, vous savez pas forcément. Donc, on a commencé à rajouter des fonctions qui permettent d'automatiser un petit peu la détection de ce qui se passe devant chez vous, étant donné qu'on a la caméra. Et ça permet deux choses. La première, c'est que ça vous permet de recevoir des notifications seulement quand il y a quelque chose qui vous intéresse. Et ça permet aussi de filtrer les choses qui sont pas importantes. Par exemple, une personne veut pas forcément recevoir des notifications. On en reçoit plein sur nos téléphones de nos jours, à chaque fois qu'il y a un chat qui passe devant la maison. Donc, l'intelligence artificielle, là, à partir de vision par ordinateur, va vous permettre d'éliminer cette fausse détection que vous ne voulez pas recevoir. Mais dans le cas où c'est par exemple quelqu'un qui dépose un colis devant chez vous, vous voulez recevoir une alerte, dans ce cas-là, on va pouvoir détecter qu'il y a un colis qui a été déposé devant chez vous et vous saurez qu'il y a un colis devant chez vous. Si vous n'êtes pas là, rentrez peut-être plus vite parce que on ne sait pas combien de temps il va être là. On a aussi des caméras. On a une caméra qui s'appelle la caméra DoorView. C'est une caméra qui va remplacer le Judas. Donc, il y a une petite caméra qui va dans le Judas. Ça vous permet d'avoir la même chose que si vous étiez à l'extérieur, sauf que c'est dans un appartement à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir ce qui se passe devant votre porte d'appartement. Donc, plus vous êtes intelligent, plus vous allez pouvoir envoyer des notifications qui sont personnalisées. Donc, par exemple, sur une sonnette, personnellement, moi, je préfère seulement être notifié quand il y a quelqu'un de forme humaine qui s'approche plus ou moins à 2-3 mètres de ma porte. Tout le reste, je n'ai pas besoin de savoir, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai juste besoin de savoir que quelqu'un s'approche de chez moi, soit parce que il va y avoir une livraison, soit parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui veut regarder à travers ma porte, savoir ce qui se passe à l'intérieur, ou j'attends simplement la visite d'un ami et je vais pouvoir être là, aller leur ouvrir, quelque chose comme ça. Donc, c'est là où l'intelligence vous permet de faire quelque chose qui vous convient le plus. C'est super pratique, mais évidemment, ça pose des questions de respect de la vie privée. En France, on n'a pas le droit de filmer comme ça la voie publique et tous les gens qui passent devant chez soi. Nous, ce qui est le plus important, premièrement, c'est qu'on est très transparent sur ce que nos produits font, ce qui permet à nos utilisateurs de savoir ce que le produit fait. Et on a mis ensuite en place des fonctionnalités qui permettent d'aider les utilisateurs à respecter les régulations dans leur pays. Donc, ça varie de pays en pays, mais en général, dans tous les pays, faut pas enregistrer son voisin. Donc, on a des fonctions comme par exemple les zones privées, ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais des zones privées. Ça vous permet de mettre un carré noir si par exemple votre caméra elle voit un petit peu chez le voisin ou la voie publique, parce que le champ de vision est assez large. Vous allez capter un peu de tout. Et selon comment elle est positionnée, donc ça vous permet de mettre un panneau noir et tout ce qui est enregistré dans cette zone sera complètement noir et ne pourra pas être enregistré. On a aussi des fonctions qui permettent de supprimer l'enregistrement des sons. Par exemple, si votre caméra est un peu trop proche d'un voisin ou la voie privée qui vous permettent, et elle puisse enregistrer des choses qu'elle ne devrait pas, on vous permet de contrôler tout ça. Alors toujours en termes de respect de la vie privée, il y a eu dans le passé quelques soucis chez Ring. Amazon a été poursuivi parce que des employés avaient eu accès à des images confidentielles. Aujourd'hui, il semble que le problème soit réglé, mais d'une manière générale, comment est-ce que vous abordez la question de la confidentialité et de la sécurité des données, de ces données-là ? C'est très important pour nous, à Ring et à Amazon. Vous avez un produit avec un enregistrement numérique vidéo, que ce soit la sonnette ou la caméra, avec stockage dans le cloud. Donc, il va y avoir une transmission. Et donc, on encrypte ça, entre nos serveurs. Et nous avons aussi une fonction qui permet d'encrypter de bout à bout. Donc, là, c'est le client qui décide de garder le contrôle complet de sa vidéo. Donc, on peut rien faire avec. Vous pouvez rien faire, c'est-à-dire que personne chez Ring ne peut accéder et ne peut voir les images, c'est ça que vous voulez dire ? C'est le concept de l'encryption bout à bout. C'est seulement entre votre caméra et votre téléphone. Vous perdez le téléphone ou vous perdez la clé et il n'y a personne qui peut récupérer la vidéo. Donc ça, c'est pour tous nos produits. Donc c'est une option. Donc pour les gens qui veulent ce niveau de sécurité. Maintenant, pour moi, pour la vision par ordinateur, si c'est embarqué,
Dans ce cas-là, je peux le faire au niveau de la caméra. Donc, je vais pouvoir mes algorithmes, c'est pas moi, mes algorithmes vont pouvoir observer la vidéo et faire une détection s'il détecte par exemple qu'il y a un colis. Merci beaucoup Laurent Brisdou, directeur recherche et développement Computer Vision chez Ring. On va parler d'un élément très important dans l'innovation technologique, la question des brevets. C'est notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Orange. Bonjour Lise Briouet. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes directrice de la propriété intellectuelle du groupe Orange. En anglais, on appelle ça CIPO, Chief IP Officer. Alors, avant toute chose, Lise, d'une manière générale, les brevets dans les entreprises de technologie, ça sert à quoi très concrètement ? Alors, les brevets dans le domaine des nouvelles technologies servent avant tout à protéger les inventions, les découvertes qui sont mises au point par les chercheurs ou par les inventeurs. Et ce capital brevet, il peut être aussi bien utile dans une petite entreprise, dans une start-up, qu'un très grand groupe. Bien sûr, il n'aura pas forcément le même objet, mais protéger l'invention, c'est capital, qui que l'on soit, et encore plus aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies où il y a énormément de compétition, énormément de batailles. Donc pour une start-up par exemple, ça va vraiment être de protéger ce qui va être le cœur, le moteur de la création de la start-up, de l'entreprise. C'est ce qui va aussi souvent permettre de lever des fonds considérables et de donner la confiance vis-à-vis des actionnaires. Et puis dans une grande entreprise, là on va avoir des brevets qui vont être plus multifacettes, qui vont toujours bien sûr protéger les découvertes qui sont mises au point par les salariés de l'entreprise, mais ça va être aussi des leviers dans nos partenariats, nos négociations, ça va potentiellement être aussi des revenus parce qu'on pourra monétiser ces brevets. Ça va être aussi une façon peut-être parfois d'ancrer un nouveau territoire technologique sur lequel on n'attend pas forcément l'entreprise, parce que par les brevets, on va créer une légitimité technique de fait. Par exemple, chez Orange, vous déposez quel type de brevet ? Alors chez Orange, on dépose déjà beaucoup de brevets, presque un brevet par jour travaillé. On a un portefeuille aujourd'hui qui se rapproche des 10 000 brevets. Et donc, on a des brevets sur de multiples sujets, des sujets qui sont vraiment le cœur de nos métiers, sur la technique, les réseaux, les infrastructures, la radio, les codecs, etc. Et puis, on va avoir des brevets qui sont sur des univers qui sont plus différents, qui vont aller chercher plus d'originalité, qui vont plus être plus en marge, entre guillemets, de nos gros enjeux cœur business. Et puis, on va aussi avoir des brevets qui dessinent notre futur technologique, des brevets, des paris pour dans 10 ans, dans 15 ans, sur le quantique, sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur la cryptographie. Voilà. Donc, des brevets de tout poil, si j'osais, une très, très grande variété de brevets et qui donne lieu à des écritures complexes. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup d'entreprises déposent des brevets, mais pas forcément pour développer ensuite les applications liées à ces brevets. Parfois, c'est juste pour protéger une idée, c'est ça ? Tout à fait, parce que on oublie souvent que le brevet, à la base, c'est un droit d'interdire. Donc, le brevet est là pour contrer quelque part la concurrence. C'est vrai que dans le domaine de l'industrie des télécoms, on fonctionne un petit peu différemment parce que beaucoup de nos brevets, au contraire, sont mis quelque part au service du bien commun et de nos technologies ouvertes, accessibles à tous pour favoriser l'adoption des générations de réseaux mobiles, par exemple, comme la 4G, la 5G. Et donc, du coup, on a un paradigme et une clé de lecture qui est un peu différente. Mais oui, à la base, le brevet, c'est vraiment fait pour protéger le capital intellectuel de l'entreprise qui fait l'essence même et la valeur de ce que l'entreprise propose à son public. On sait que c'est un élément de communication aussi très important. Est-ce que les entreprises américaines et asiatiques d'ailleurs ne sont pas plus portées sur les brevets encore que les entreprises européennes ? Alors, plus portées sur les brevets, je sais pas. En tout cas, elles sont extrêmement actives et dynamiques. Il faut voir aussi que c'est des plaques continentales où on trouve des géants du numérique, donc ils veulent vraiment conserver aussi cette pole position, donc ils déposent des brevets à tour de bras.
En Europe, on a quand même une dynamique inventive qui est très très forte et qui est aussi répartie sur les grandes entreprises, les plus petites, toute industrie confondue. Et donc le domaine du numérique, y compris en Europe, est devenu le premier domaine de dépôt de brevets en Europe, devant la pharmacie désormais. Donc nous aussi, on est très très dynamique. Par contre, voilà, on joue dans la cour des grands avec en face de nous des Microsoft, des Amazon, des Samsung, qui ont des centaines de milliers de brevets. On parle beaucoup des brevets, mais on parle aussi de plus en plus de l'open source dans plein de domaines. Ça apparaît comme une solution intéressante, notamment en matière de souveraineté. Donc ça concerne beaucoup l'Europe. Donc l'open source, des solutions logicielles ou matérielles qui deviennent propriété de tous, enfin public. Comment est-ce que ça se concilie avec la logique des brevets ? Oui, alors c'est vrai que dans l'image collective, on pourrait avoir tendance à opposer le brevet et l'open source. En fait, il n'en est rien du tout. Il faut absolument qu'on déconstruise cette idée reçue parce que brevet et open source sont tout à fait compatibles. D'abord, l'open source, il n'y a pas une unicité d'open source. Il existe de multiples variantes de l'open source et donc tout n'est pas forcément mis, comme vous dites là dans votre question, en commun, gracieusement, pour tous. Non, il existe toute une granularité d'open source où on va plus ou moins ouvrir, on va dire, les cartons de l'invention qui est placé comme ça dans un creuset un peu collectif. Et puis, en plus de ça, l'open source, c'est vrai que dans cette image un peu externe, on pourrait penser que c'est gratuit. En fait, non, c'est pas gratuit du tout. L'open source, pour que ça vive, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Donc, il faut des experts, des inventeurs, des chercheurs, des ingénieurs qui restent tout à fait mobilisés pour s'occuper de ces inventions ou de ces codes ou de ces logiciels qui sont mis en open source. Et donc, c'est aussi un vrai investissement. Voilà. Et on a parfois des brevets qui sont dans des logiciels open source et qui vont pouvoir être tout à fait conciliés avec la mise en partage d'un certain nombre d'éléments pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Et souvent, c'est aussi dans une perspective de créer comme des standards de fait, de favoriser des adoptions, ou aussi de créer une maille industrielle nécessaire à ce que quelque chose décolle. Voilà. Mais ça n'est absolument pas antinomique. On sait très bien marier le brevet et l'open source. Merci beaucoup, Lise Briouet, directrice de la propriété intellectuelle du groupe Orange. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Un épisode concocté avec amour. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'hebdo, mais ce sera un hebdo version courte. Et en complément, je vous proposerai un nouvel épisode de Objectif 2050, cette série spéciale consacrée aux innovations au service de l'environnement. On parlera des innovations technologiques au service de l'eau. D'ici là, ne ratez pas la semaine prochaine les interviews en version longue. Jeudi, l'édito de Monde Numérique. Abonnez-vous à la newsletter. N'hésitez pas à commenter sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux également, Twitter, Facebook, LinkedIn, Blue Sky si vous y êtes, et puis via le site mondenumérique.info. Merci à ceux qui m'ont envoyé des petits messages la semaine dernière, et notamment pour répondre à la question que je vous posais. Je vous demandais comment est-ce que vous trouviez les podcasts tech que vous écoutez. Est-ce que vous allez dans les applis, est-ce que vous tapez des mots-clés en particulier? N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez encore des choses à me dire à ce sujet-là. Vous retrouverez également sur le site mondenumérique.info, je le précise, les transcriptions écrites des interviews, si ça vous intéresse. Voilà, c'est fini. Parlez de ce podcast à vos amis, incitez-les à s'abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.